Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio Nationale du Mali. Il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans cette édition, nous allons parler d'une bonne nouvelle dans le secteur minier, notamment l'accord trouvé entre le Mali et Allied Gold Corporation pour la construction d'une mine d'or dont le chiffre d'affaires s'élève à 120 milliards de francs CFA par an pour des milliers d'emplois. Les précisions dans un instant. Le dossier de ce journal s'intéresse aux origines du quartier Bela Farandi de Tombouctou. Cette communauté tamashek aurait pour lieu de provenance une localité située entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Les précisions sur l'histoire de cette communauté avec Najim Baba Sissé. Dans l'actualité, hors de nos frontières au Burkina Faso, les FDS ont donné un coup dur aux groupes armés terroristes. En Guinée, le tribunal correctionnel décide de condamner l'opposant Aliou Ba. Nous parlerons également de l'investiture du président ghanéen ou encore de la contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo contre le M23. Face à la menace de la désertification, une initiative ludique et collaborative émerge pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. Il s'agit de la fresque de la désertification et c'est le sujet de la chronique environnement de ce mercredi, une réalisation de Agibou Koulibaly. En sport, nous allons parler de la Super Coupe d'Espagne. La première demi-finale met aux prises aujourd'hui l'Athletic Bilbao et les FC Barcelone. Au plan national, 2 rencontres étaient au programme de la 6e journée du championnat national de première division. Voilà pour les titres de développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, les investisseurs ont confiance au Mali et cela vient de se confirmer une fois de plus avec la bonne nouvelle tombée du côté de l'hôtel des finances. Hier, le Mali et Allied Gold Corporation ont signé une convention pour la construction d'une mine d'or dont le chiffre d'affaires s'élève à 120 milliards de francs CFA par an avec une grande capacité de production. Cet accord est trouvé après des mois de négociations entre les deux parties. Les précisions avec Tamsir Djabati. Le code minier et son contenu local de 2023, des réformes qui portent fruit par la demande croissante des investisseurs, comme c'était le cas ce mardi à l'hôtel des finances pour la signature de convention entre l'État malien et le groupe Allied Gold. Al-Ousseini Issanou, ministre de l'économie et des finances. Le chiffre d'affaires attendu est d'environ 110 et 120 milliards de francs CFA par an. Donc l'État va bénéficier donc des dividendes, l'État va bénéficier donc de l'application de tous les textes, que ce soit les fonds, que ce soit la table ISCP, étant donné que c'est pour l'instant une mine dont les minéraux vont être traités dans une autre mine appartenant à ELA, donc il y aura les taxes par péage qui vont aussi être dues. Cette signature de convention est la concrétisation de l'exploitation d'une mine d'or. Amadou Keïta, ministre des Mines. C'est cette nouvelle mine, le Coralie Sud, va être opérée sur la base du code de 2023. Au-delà du fait que l'État prend 35% des actions, il est important de rappeler que cette nouvelle mine, justement qui exploite donc de l'oxydé. Donc cet oxydé va être transporté au niveau donc de la mine de Sadiola pour être traité. Et donc on appelle ça des traitements par péage, ce qui va donc générer des frais à payer qui iront au trésor de l'État. À l'issue de cette signature de convention entre l'État malien et le groupe Allied Gold, les responsables du groupe se disent rassurés. Ilyas Keïta, vice-président exécutif Allied Gold. Nous sommes rassurés de tout l'effort que l'État a eu à fournir depuis la fermeture des négociations jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'extension de ce permis de petite mine en grande mine, c'est un signal fort. Et vu l'énorme investissement qu'il va falloir faire sur l'usine de Sadiola, qu'on a déjà commencé, plus de 500 et quelques millions de dollars, le permis de Coralie va permettre à la mine, n'est-ce pas, de pouvoir supporter ce temps de transition de construction. Et cette mine d'or est située dans la région de Caille, avec un permis d'exploitation qui s'étend sur 5 ans pour la première phase. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux origines du quartier Belan Farandi de Tombouctou et les activités
socio-économique et culturelle des premiers habitants du quartier. Cette communauté tamashek aurait pour lieu d'origine une localité située entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Une équipe de ORTM Tombouctou est allée à Belafarandi pour mieux comprendre l'histoire et le périple de cette communauté. C'est un dossier signé Najim Baba Sissi. Situé entre le quartier Sankoré et la zone marécageuse de Hamabangu, le quartier Belafarandi ou le quartier de Tamashek aurait vu le jour suite au premier lotissement de la ville de Tombouctou vers les années 1947. Ses premiers habitants seraient venus d'une localité située entre l'Érythrée et l'Éthiopie qui ont fui les conflits en migrant vers le Mali. D'ailleurs, ils se réclament de la lignée de la vieille Bouktou, gardienne du premier puits dont la ville de Tombouctou porte le nom. Draman Sissé, notable à Belafarandi. Nous sommes une communauté, sinon une famille venue de loin. En ce sens qu'ils situent leur origine au niveau d'un village situé entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Suite à des querelles dans le village avec les familles les plus proches, une famille s'est détachée pour aller chercher un lieu où il fait mieux vivre pour éviter les querelles et les histoires entre familles. Donc c'est ainsi que c'est progressé, sortir vers le Nigeria, du Nigeria vers le Niger et après suivre la boucle du Niger jusqu'au niveau Gao. Après Gao, après quelques années, ils sont descendus jusqu'à en face de Gourmararous, au niveau d'un campement nomade appelé Sakamar. Sakamar, c'est un nom tamashek. Aujourd'hui, il est devenu un village qu'on appelle Samar. Cette communauté était tout d'abord installée à l'ouest de la ville, dans le quartier Sankoré, sur les dunes de sable, et suivait peu à peu le mouvement du fleuve en cultivant la pastèque et abreuvait leurs animaux. Draman Sissé, notable à Belafarandi. Le hameau a grandi et par suite, l'eau tarissait et petit à petit, ils étaient obligés de suivre un peu le lieu où il y a assez de pâturage. C'est comme ça qu'ils se sont déplacés vers la zone Sababou-Bangou. Les premiers habitants de Belafarandi ne pratiquaient pas que la culture de la pastèque. Ils étaient dévoués dans l'agriculture, le commerce et l'élevage. Ils étaient très bien organisés à travers les 3 saisons de l'année. Youssouf Sissé Dichin, notable à Belafarandi. C'est des cultivateurs. Ils cultivent des pastèques tout au long du fleuve Niger, de 45 km à Al-Masharatim Baraj jusqu'à Verteherj. Et maintenant, quand ils finissent, ils transportent les pastèques dans les villages. C'est là-bas qu'ils vendent les pastèques. Ils font même des échanges avec des céréales. Ils amènent du paddy, ils amènent du sorgho, ils amènent du blé même. Les femmes, quant à elles, commercialisaient tout ce que les hommes apportaient, que ce soit les pastèques, les céréales ou tout autre produit. Si aujourd'hui les activités socio-culturelles occupent une place prépondérante dans le quartier, c'est que Belafarandi ne badine pas avec la culture. Al-Joutafa, directeur de la troupe artistique de Belafarandi. Mon grand-parent me dit que leurs premières activités culturelles, c'est Djaba, c'est Ahoydanga, c'est Dibolo, c'est aussi Chello. Donc en réalité, c'est des danses qui composent. Avant, cette communauté était enfermée sur elle, car un jeune tamashek ne pouvait pas se marier à une personne d'une autre ethnie. Draman Sissé, notable à Belafarandi. Aujourd'hui, avec l'évolution, avec l'arrivée de cette jeunesse, ayant développé leurs esprits, ayant étudié plus que les anciens, ils commencent à sortir de l'habituel et se marier non seulement à l'intérieur des autres quartiers, mais aussi à l'intérieur du Mali. Aujourd'hui, le quartier Belafarandi, tout comme les autres, s'est élargi à toutes les autres communautés, avec une intégration socio-culturelle et multiethnique.
présent, l'actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, l'offensive lancée contre les groupes armés terroristes du 31 décembre 2024 au 6 janvier 2025 dans l'ouest du pays a porté fruit. Le bilan fait état de dizaines de terroristes neutralisés, des bases détruites et du matériel récupéré par l'armée burkinabé. L'information a été donnée aujourd'hui par l'agence d'information du Burkina. En Guinée-Conakry, le tribunal correctionnel de Kaloum a condamné hier l'opposant Aliouba à 2 ans de prison ferme. Il est enfermé pour offense et diffamation à l'encontre du président de la transition. Ses avocats dénoncent un jugement politique et annoncent l'intention de faire appel. Au Ghana, John Dramani Mahama a officiellement prêté serment en tant que président de la République lors d'une cérémonie historique qui s'est tenue sur la place de l'Indépendance à Accra. Au cours de cette investiture, le nouveau président a reçu l'épée d'État, un symbole emblématique de l'autorité présidentielle et de son engagement envers la nation. Au Nigeria, 2 morts et 2 blessés, c'est le bilan d'une explosion qui s'est produite hier dans une école dans la capitale. Selon la police nationale, les victimes sont originaires de l'état de Castina dans le nord-ouest du pays. Face à la situation, le directeur de l'école a été placé en garde à vue car il est un des suspects dans cette explosion. En République démocratique du Congo, la contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo a permis de neutraliser des éléments du M23 et la récupération de plusieurs localités jadis occupées par le mouvement dans la colline des 3 antennes aux abords de Kiluili, un lieu stratégique pour le contrôle de Saké selon des sources sécuritaires. Et en France, la mort de Jean-Marie Le Pen a été fêtée hier soir à Paris et dans plusieurs grandes villes de la France par plusieurs centaines d'opposants ravis de la disparition du cofondateur du parti d'extrême droite, le Front National, devenu depuis le Rassemblement National. Ces personnes ont été interpellées pour participation à un groupement en vue de préparation de violences contre des personnes ou des biens et pour dégradation volontaire de biens par incendie. On termine par la Chine. La Chine où le bilan du séisme fait état d'au moins 126 personnes mortes dans le sud-ouest du pays, 188 autres blessés selon l'agence nationale chinoise chargée des séismes. Le président chinois Xi Jinping a ordonné la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage. À l'actualité, il est 13h passé de 11 minutes. À présent, la page sport de cette édition. Sport, football, Supercoupe d'Espagne délocalisée à Jeddah en Arabie Saoudite. La première demi-finale met aux prises aujourd'hui l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Au plan national, 2 rencontres étaient au programme de la 6e journée du championnat national de première division. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Football, championnat national Ligue 1 professionnel. En attendant le choc stade malien de Bamako, Djoulouba Athletic Club, c'est-à-dire le traditionnel derby de la capitale, pour boucler la 6e journée, hier il y a eu la suite des rencontres. Ainsi, l'US Bougouba s'est imposé 5-2 devant les Étoiles du Mandé, promis cette saison en Ligue 1. L'AS Bakaridjan s'est imposé également hier 2-1 face à l'AS Police. Baptême du feu reçu donc pour Soumaïla Koulibaly dit Soumaïlaba, le nouvel entraîneur de l'AS Bakaridjan. Après 6 journées, l'US Bougouba occupe provisoirement la tête avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls, 0 défaites, 13 buts marqués, 6 encaissés. Les 2 plus grands clubs du pays, le Djoulouba Athletic Club et le Stade malien de Bamako, qui comptent respectivement 6 points et 4 points, engagés en compétition africaine des clubs, ont chacun 4 matchs en retard. Le conseil d'administration du Real Madrid a lancé hier mardi le processus électoral du club à l'issue duquel un président sera nommé pour 4 ans. Candidat à sa propre succession, le président sortant Florentino Pérez ne devait pas avoir de concurrent selon les médias proches du Real. Si cela se confirme, les résultats seront connus avant la fin du mois de janvier. En pole position pour être réélu, Florentino Pérez, 77 ans, est président du Real Madrid depuis 2009. Après un premier passage à la tête du club madrilène entre 2000 et 2006. Après plus d'une année d'absence à cause de ruptures de ligaments, le défenseur autrichien du Real Madrid, David Alaba, voit enfin le bout du tunnel. L'ancien joueur du Bayern Munich est dans le groupe convoqué par l'entraîneur Carlo Ancelotti pour affronter Mallorca ce jeudi en 2e demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. S'agissant de la première demi-finale de cette Supercoupe d'Espagne, délocalisée à Jeddah en Arabie Saoudite, elle oppose ce mercredi à 19h Athletic Bilbao au FC Barcelone.
Champion d'Asie en 2013 et 2015, le Guangzhou FC, qui avait attiré à un moment donné des grands noms du football mondial, est interdit des championnats professionnels en 2025 par la Fédération chinoise du football en raison d'une lourde dette historique. Évoluant pourtant en deuxième division depuis 2022, le Guangzhou Evergrande, qui avait remporté 7 titres de champion de Chine consécutifs entre 2011 et 2017, est confronté à d'énormes difficultés financières et est donc exclu de la liste des 49 équipes incluses dans les ligues professionnelles chinoises pour 2025. Quelques nouvelles du mercato hivernal, c'est-à-dire des transferts. Le gardien de Lens, Brice Samba, se rapproche des Rennes où l'attend un contrat de 4 ans et demi. Depuis fin décembre, le gardien numéro 2 de l'équipe de France a manifesté son désir de quitter le Racing Club de Lens. Si Brice Samba s'apprête à partir, Lens a déjà trouvé son remplaçant. Il s'agit de Paulo Lopez, le gardien espagnol qui avait été prêté par l'OM au club espagnol de Girona, vient d'être encore prêté par l'Olympique de Marseille à Rennes jusqu'en juin avec option d'achat. Chronique de l'environnement. Face à la menace de la désertification, une initiative ludique et collaborative émerge pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. La fresque de la désertification, portée par une équipe internationale, offre une approche pédagogique unique pour éveiller la conscience et encourager à des actions locales. La fresque de la désertification, une approche innovante pour sensibiliser et agir, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Créé à l'initiative de la start-up franco-marocaine Sant2Green, et de partenaires tels que le CJR, et la présidente de la COP 15, désertification en Côte d'Ivoire. La fresque de la désertification a vu le jour lors du Forum mondial de l'alimentation en octobre 2023. Brema Traoré, référent fresque de la désertification au Mali. La fresque de la désertification est un outil pratique de sensibilisation contre la désertification. Donc un jeu de cartes qui a été développé par une équipe pluridisciplinaire. Donc son lancement a été fait en 2023, ce qui fait que depuis ce moment-là, l'équipe est en train de travailler comment vulgariser ce jeu-là auprès des personnes concernées. Avec une équipe internationale de plus de 30 facilitateurs présents dans plusieurs pays, la fresque de la désertification vise à sensibiliser les participants à la lutte contre la désertification et la dégradation des terres, tout en les engageant dans l'exploration de solutions concrètes et locales. Très simplement, c'est un jeu ludique et des réflexions collectives. Donc, ce qui est important, c'est que ce jeu réunit un ensemble de participants qui peut être un nombre de 8 jusqu'à 10 pour être pratique. Pour les participants autour d'une table vont essayer d'identifier les causes et les conséquences et puis aussi même les solutions qui peuvent être mises en place contre le processus de la désertification. Le concept repose sur un atelier ludique et interactif mettant en avant l'intelligence collective. Les participants, à travers des activités collaboratives, apprennent à comprendre les mécanismes de la désertification et son impact sur les écosystèmes, tout en découvrant les solutions existantes. Brema Traoré, référent fresque de la désertification au Mali. Pour un premier nouveau, il y a un exercice qui va permettre aux participants, avec un certain nombre de cartes, pour voir les causes qui sont généralement provoquées par les activités humaines. Donc quand on parle d'activités humaines, il s'agit de tout ce qui est agriculture intensive, et de tout ce qui est déboisement, de tout ce qui est construction, l'extension de villes et de tout ce qui est utilisation des ressources. Donc vous allez voir que ces causes-là peuvent provoquer des conséquences qui sont amplifiées par le changement climatique, à travers aussi tout ce qui est raréfaction des ressources d'eau, épuisement du sol. Donc vous allez voir qu'il y a quand même ces causes-là qui vont provoquer des impacts énormes sur le sol. Ça peut être la salinisation des sols, ça peut être la perte de la fertilité des sols, qui vont avoir aussi un impact sur tout ce qui est biodiversité, qui peut provoquer des feux de brousse, même aussi avoir des impacts sur l'humain. L'idée directrice est simple et percutante. On protège ce que l'on aime, on aime ce que l'on comprend et on comprend ce que l'on a appris.
À 13h passées de 19 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi, la mise en ligne, il y a Badji Touré. La mise en onde a été assurée par le duo Abse Traoré, Fousseini Sissoko. Notre duo a assuré la réalisation. Il s'agit d'Adam Maïga et Boubou Sidibé, le tout sous la supervision d'Ousmane Daoula. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 avec Moïse Traoré. En attendant, bonne suite de programmes sur les ondes de la Radio Nationale du Mali.